L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron et la justice française, protecteur d'Epstein, dossier accablant. Le procureur Amy Hens encore dans le coup. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence en effet toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Stini Karls, Am Corbeau, Thierry V, Pascal Béard, Jeff Carbeau, Crisis et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Macron décore ses fidèles. Comme je le rappelais hier, cette soirée a quelque chose d'indécent et d'orwellien. Indécent. Organiser des mondanités inutiles dans une période de rigueur budgétaire et d'appauvrissement généralisé, il faut quand même oser. Orwellien, Macron décore des ministres qui ont eu un bilan cataclysmique et qui ont eu des démêlés avec la justice. La Macronie, c'est la folie des glandeurs. On se souvient d'ailleurs de cette réplique de Montand à De Funès. « Monseigneur est beau. Vous le pensez vraiment ? Je flatte, je flatte. » Et oui, Macron avait besoin d'entendre des flatteries. Et regardons le pédigré de ceux qui ont été décorés de la Légion d'honneur, comme ce Borrello. Il est accusé par la presse, vous vous en souvenez, d'agression sexuelle et de trafic de stupéfiants. Et Macron a une dette envers ce type ? Remarquez que l'inverse est vrai. L'association SOS Solidarité est, elle, toujours présidée par son fondateur, Jean-Marc Borrello. Inconnu du grand public, cet ami très personnel des Macron a vu le chiffre d'affaires de son empire de l'économie sociale et solidaire, le groupe SOS, doubler entre 2015 et 2021. Certains peuvent se poser la question, mais pourquoi je reprends cette information que j'ai déjà traitée hier ? Avec les Macronards, quand on tire un fil, on découvre toujours à peu près la même chose au bout. Borrello, ce fameux Macronard décoré de la Légion d'honneur. Les fondations qui viennent en aide aux jeunes attirent des personnes très étranges. Il y a Caroline Lang, mais aussi Borrello au conseil d'administration du refuge. Vous savez, Borrello, celui qui avait témoigné en faveur d'un ami accusé d'agression sexuelle sur mineur aux Tournelles. Borrello, un très proche des Macron, qui vient d'être décoré de la Légion d'honneur. La Macronie, c'est une véritable fosse septique, une cuve d'excréments. Cela sent mauvais à tous les étages. Pierre Berger et Macron, Dany et Macron, Kouchner et Macron, Jacques Lang et Macron, Frédéric Mitterrand et Macron, Olivier Duhamel et Macron, Brigitte et Macron. Je continue ou je dois vous faire un dessin ? Et tous ces socialistes organisent des cocktails onéreux que nous finançons, s'embrassent et se décorent à qui mieux mieux tous les 4 lundis. Et la presse les adule. L'un de vous m'a interpellé, mais pourquoi il y a autant de monstres dans la politique ? Il y en a toujours eu. Mais à ce niveau-là, c'est inédit. La responsabilité, tonton. Mitterrand s'entourait de corrompus et de criminels. Pourquoi ? En leur assurant l'impunité, tonton obtenait d'eux une fidélité absolue. Ça, c'était sa garde rapprochée. C'est la raison du surnom de Mitterrand, Machiavel, source Jean Lacouture et d'Ormesson. Oui, je sais, la Mitterrandie est une infection. Prenez Lang et son ami américain Epstein. Jacques et Caroline Lang disent qu'ils ont rencontré l'américain Epstein en 2013. Or, dans les années 80, les Lang sont amis de Robert Maxwell, père de Ghislaine Maxwell, partenaire d'Epstein. Et Mitterrand soutenait Maxwell Bouygues dans la privatisation de TF1. Epstein avait donc comme relais en France Jacques Lang, son ambassadeur en quelque sorte. Il avait donc ses entrées dans ce petit milieu d'affairistes de gauche. Epstein a financé, vous en souvenez, le film de Jacques Lang, mais également celui de Julie Gaillet. Oui, oui, une grande Suédoise blonde,
la proposition de Jeffrey Epstein à un milliardaire indien, convive de François Hollande et financier de Julie Gaillet. Joli, le milliardaire indien en question, un personnage très reluisant, vous en doutez, qui passait commande de prostituées auprès d'Epstein, était l'intermédiaire dans la vente de Rafale à l'Inde sous la présidence de François Hollande. Pour participer à la fête, avec rétrocommission, le gars avait accepté de financer un film avec Julie Gaillet. Cela avait déjà beaucoup fait jaser à l'époque, et bien évidemment, il ne s'était rien passé. Nos amis les magistrats regardant ailleurs, comme d'habitude. Mais attention, comme le disent le système médiatique macronard, Tristan Mendès France, Rudi Reichstadt et Thomas Durand, c'est les Russes. Cette affaire implique Hollandov, Julie Gailletov, Ambaniov, tous slaves chimiquement purs. Le niveau de pourriture stratosphérique de la France dans la course à la dépravation est exceptionnel. Voilà, vous tirez le fil Borello, le nouveau décoré de la Légion d'honneur, grand ami d'Emmanuel Macron, et vous le rencontrez en compagnie de Caroline Lang au conseil d'administration du refuge, où il y a eu des actes monstrueux comme Avenue Foch, la propriété d'Epstein. Et vous constatez que Borello a fait un faux témoignage pour couvrir un des membres du refuge. Monstrueux. Vous tirez le fil Julie Gaillet et vous constatez qu'elle a fait financer un de ses films par un intermédiaire de Jeffrey Epstein, avec la bénédiction de la face graisseuse Hollande. Attendez, ce n'est que l'apéritif. Peut-on avoir des explications, nous dit François Asselineau, sur cette photo qui montre Fabrice Edan, ami d'Epstein, criminel, en joyeuse compagnie avec, à gauche, Julie Gaillet, épouse de François Hollande, à droite, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture du gouvernement Elisabeth Borne. Epstein, Jacques Lang, Frédéric Haydan, Julie Gaillet, François Hollande, c'est ce qu'on doit appeler l'internationale socialiste. Et celle-là est financée par les atlantistes. Frédéric Haydan, le grand ami de Madeleine Albright, un peu comme Gérard Haro. Si, rappelez-vous son CV. Il est senior advisor chez Albright Stonebridge Group, cabinet de conseil américain fondé par Madeleine Albright. C'est quand même curieux. Gérard Haro et Frédéric Haydan ont la même marraine, Madeleine Albright. C'est vraiment une coïncidence. Et en plus, Gérard Haro bosse pour l'Atlantic Council. Oui, vous allez me dire, le monde est tout petit dans cette internationale socialiste. Allez, Haro sur le baudet. L'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, raconte la fois où il a failli rencontrer Jeffrey Epstein. Quand on est ambassadeur, beaucoup de gens essaient de vous voir par intérêt. Chaque fois qu'on me présentait des noms, je vérifiais. Mais oui, on te croit. C'est tellement vrai d'ailleurs que tu as exfiltré un ancien bras droit de Jeffrey Epstein, Frédéric Haydan, et qu'il a ainsi échappé à la justice. Allez, on tire le fil. Le média marocain Le Desk révèle que Fabrice Haydan, diplomate français cité dans les Epstein Files, aurait participé à l'ancrage stratégique du géant énergétique français Engie au Maroc, capitalisant sur ses liens tissés depuis plus d'une décennie avec le réseau du financier américain Jeffrey Epstein. Présent lors de la visite d'État de Macron en octobre 2024, il multipliait les selfies avec Catherine McGregor, Leila Ben Ali et l'entourage présidentiel. Il a depuis été suspendu par Engie de ses fonctions le 10 février. Le voilà en grande conversation avec Le Poudré. Le Poudré, sur la photographie, semble fasciné par la conversation de cet ancien lieutenant de Jeffrey Epstein. Quel bel homme, comme dirait le Jack, dont d'ailleurs la carrière était connue du tout Paris parce qu'elle avait été développée dans un livre célèbre, La face cachée du Quai d'Orsay. Il reste encore des cas d'impunité. Ainsi, ce jeune diplomate, détaché récemment du Quai d'Orsay au siège des Nations Unies, à New York, comme il n'a été ni condamné ni officiellement sanctionné, Frédéric Haydan, on ne peut pas citer son nom. MX ne sort pas de l'ENA, mais il est diplômé d'une prestigieuse école. Un jour de 2013, le FBI monte une opération anticriminelle. Parmi les numéros de téléphone des prédateurs, il déniche celui d'un officiel de l'ONU, Mr. X, Frédéric Haydan. L'homme est
immédiatement démis de ses fonctions par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'organisation. Le Quai pourrait remettre le jeune homme à la justice américaine, mais il veut protéger l'image de la France, ternie après l'affaire DSK, autant que la réputation de la maison. Donc Frédéric Hédan est simplement rappelé. Comme il n'est pas sûr que son immunité diplomatique couvre de tels faits et qu'il a encore en mémoire l'arrestation de l'ancien patron du FMI sur le tarmac de l'aéroport Kennedy, il se rend discrètement en voiture à Montréal, d'où il s'envole vers Paris. Quant à la suite, cela vaut son pesant de cacahuètes. Ok, on le prévient qu'il ne sera plus jamais affecté à l'étranger. Mais on ne le poursuit pas et on ne le renvoie pas. On lui confie même un drôle de placard pour un prédateur sexuel, utilisant Internet pour assouvir ses pulsions. Gérer les réseaux sociaux d'une direction de la maison. Et après, la suite de sa carrière, il n'a quand même pas travaillé pour l'Élysée. Ah si ? On dit que cet homme en question est un proche d'Emmanuel Beaune, qui est l'actuel conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle le Sherpa. Est-ce qu'il a pu être protégé, en fait, cet homme qui semble avoir de l'entre-gens et qui a continué finalement à travailler, détaché certes? Il était dans la délégation française autour d'Emmanuel Macron au Maroc, il y a des photos. Quand les journalistes parisiens disent proche, vous savez ce qu'il faut comprendre. Fabien Mandon et Emmanuel Bonne, respectivement chef d'état-major des armées et conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, peuvent trembler. Frédéric Hédan a-t-il été protégé parce qu'il était justement le lieutenant de Jeffrey Epstein? Est-ce que c'est Jeffrey Epstein qui est intervenu pour qu'il obtienne ses postes à Angie ou conseil de l'Élysée? En tous les cas, il y a deux certitudes. Macron a protégé Jack et maintenant Frédéric Hédan. Cela fait beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et il faut peut-être rappeler ce tweet que je cite dans chacune de mes vidéos. Emmanuel Macron discutait avec Jeffrey Epstein en 2018, lui demandant des conseils en relations publiques. Les pièces du puzzle se mettent en place. Jeffrey a bien rencontré Manu et les deux lieutenants de Jeffrey, Jack et Frédéric, ont pu bénéficier d'une totale impunité et de rente d'État. Je sais, c'est à vomir. C'est la jurisprudence du poudré. Vous êtes un prédateur? Et alors? Les victimes, elles, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Appartement parisien de Jeffrey Epstein, les différents témoignages démontrent qu'il y a eu des agressions sexuelles au sein de cet appartement, affirme l'avocat de l'ONG Innocence en danger. Sur ce dossier, la justice a manqué de pugnacité. En 2019, j'ai signalé Epstein au procureur et l'enquête a été classée sans suite, déclare la présidente de l'association Innocence en danger. C'est toujours la même histoire. Les magistrats traînent des pieds, ils attendent un fait pour classer l'affaire sans suite. C'est la mort de Brunel. Officiellement, il aurait mis fin à ses jours. Comme Jeffrey Epstein en prison, qui avait intérêt à ce que Brunel disparaisse? Je crois que vous avez déjà quelques noms. Allez, on dira que c'est le tout Paris. Et les rabatteurs, eux, pouvaient gentiment continuer leur vie. Daniel Siad, de son vrai nom Amar Siad, est un photographe, entre guillemets, qui se décrit comme un éclaireur ou un recruteur de filles ou de femmes pour Jeffrey Epstein. Je résume. 1 millier de victimes, dont de nombreux enfants. Des témoignages, les prédateurs sont connus, des personnalités sont impliquées. Et rien? Peut-être que la justice n'avait pas suffisamment de preuves. C'est ce qu'on entend sur les plateaux de télévision. Affaire Epstein, la justice française détenait les emails de Jeffrey Epstein depuis sa mort en 2019. Un document judiciaire révèle que la justice française a eu accès à la messagerie de Jeffrey Epstein en 2019, bien avant les récentes révélations des Epstein Files. C'est-à-dire qu'ils avaient les noms de tous ceux qui ont agressé les jeunes filles et les enfants. Ils avaient le nom des victimes. Et ils ont prétexté la mort de Brunel pour sauver tout ce beau monde. Mais qui était le magistrat qui dirigeait cette affaire? Toujours le même. Eh oui, c'est Rémy Haynes. En 2019, le procureur de la République de Paris était Rémy Haynes, nommé en 2018 en poste jusqu'en 2022, et qui a étouffé donc l'affaire Epstein.
C'est lui qui a été chargé également d'étouffer l'affaire Benalla. Rémi Hens a informé de sa décision de classer sans suite les procédures engagées contre 3 collaborateurs du président de la République. Il s'agissait de Patrick Sroda, directeur de cabinet, Alexis Collère, secrétaire général, et de Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité. Une enquête préliminaire avait été engagée du chef de faux témoignages après que le président du Sénat lui avait signalé par une lettre du 27 mars de telles suspicions lors d'auditions devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Rémi Hens, c'est également le procureur général qui a classé sans suite 2 plaintes dans l'affaire Betaram contre Bayrou. Le procureur général Rémi Hens, nommé par décret de Macron sur proposition de Dupond-Moretti, ne se pourvoit pas en cassation dans l'affaire Dupond-Moretti contre des magistrats. Le procureur général Rémi Hens, régulièrement promu par Macron depuis 2017 pour ses bons et loyaux services, a classé 2 plaintes pour diffamation, une contre Darmanin et une autre contre Oudéa Castéra. Pour rappel, Rémi Hens a été nommé par Emmanuel Macron contre l'avis du parquet. Il était trop macroniste. Non, vraiment ? Allez, le plat de résistance. 2016, Ariane de Rothschild écrit à Epstein « Je suis en compagnie des dirigeants des principales sociétés d'assurance françaises afin de préparer de futurs investissements dans l'immobilier public. Je devrais voir Macron dans les prochaines semaines. » Et dans la bataille qui a opposé David à Ariane de Rothschild sur l'utilisation commerciale du nom, affaire sur laquelle Jeffrey Epstein a conseillé Ariane, le poudré, également ami de la banquière, a joué un rôle à découvrir dans Monde d'enquête Marc Andelweld. Macron a-t-il fait étouffer cette affaire pour protéger ses troupes, ses réseaux et le tout Paris ? Je vous laisse répondre. Didier Maisto. Fabrice Haïdan, tiens, encore lui, a travaillé pour Ariane de Rothschild. Plus précisément pour le groupe Edmond de Rothschild, qu'elle dirigeait et dirige toujours en tant que CEO depuis 2023. Je rappelle que Jeffrey Epstein travaille pour Ariane de Rothschild. Après sa démission de l'ONU en avril 2013, Fabrice Haïdan a donc rejoint le groupe en janvier 2014 en tant que lobbyiste pour les affaires internationales, notamment axées sur le Proche-Orient. Il a occupé ce poste jusqu'en 2016. Il est explicitement décrit comme International Advisor to Baroness Ariane de Rothschild, Edmond de Rothschild Group, dans des documents officiels comme la liste des participants au World Economic Forum en 2015. Tiens, on retourne à la case départ. Des interactions directes sont mentionnées, par exemple un déjeuner en janvier 2014 à Paris, restaurant l'ami Louis, c'est pas moi, hein, avec Ariane de Rothschild et Terje Rad-Larsen, son ancien patron à l'ONU. Cette transition professionnelle vers le groupe Rothschild, juste après l'ONU, coïncide avec ses échanges persistants avec Epstein. Ce rôle s'inscrit dans sa carrière post-diplomatique, l'ONU, où il a pivoté vers le privé, incluant aussi des postes ultérieurs à l'UNESCO, NJ, etc. Cela renforce les connexions périphériques dans le contexte Epstein, où Ariane de Rothschild avait elle-même des échanges étroits et professionnels avec Epstein pendant ces années. Pour bien mesurer les relations entre Ariane et Jeffrey, contrat de 25 millions de dollars entre la société d'Epstein, Southern Trust Company, et le groupe Edmond de Rothschild, représenté par Ariane, pour des services d'analyse de risque. L'info est vérifiée. Je repose ma question. Le poudré serait-il intervenu pour étouffer l'affaire Jeffrey, pour sauver Ariane, puissante financière ? Les tweets ou les mails que je vous ai présentés semblent le supposer. Pour sauver Jacques, Frédéric et les autres, étant donné que les mails de Jeffrey n'ont pas été exploités, je pense que là encore on a un début de réponse. Et il faut bien prendre en considération que ce n'est que le début des révélations. Jeffrey Epstein échangeait des SMS avec un ministre européen dont l'identité est caviardée, qui lui racontait en direct ses difficultés, avec qui il discutait des gilets jaunes, dont Macron pourrait se tirer en lançant une intervention extérieure. Un ministre qui déblatère sur les gilets jaunes avec Jeffrey, un Français donc, affaire à suivre. Les Français peuvent crever, mais pas les puissants amis du poudré, comme Nestlé. L'affaire du lait pour bébés contaminés est un énorme scandale. Des bébés tombés gravement malades, 2 bébés morts.
Derrière ce scandale, un ingrédient fourni par une entreprise chinoise. La mondialisation économique, c'est la fin de la sécurité alimentaire. On veut du fabriqué en France. Sous Macron, tu as une vache qui a le nez qui coule, rhume non transmissible à l'homme, on abat des troupeaux, on gaze les paysans, on arrête les leaders syndicaux. Des bébés meurent, oh là là, pas trop vite. La France, comme tous les pays d'Europe, était au courant des laits infantiles contaminés depuis le 10 décembre. En Italie, ils ont retiré les laits contaminés le jour même. En France, on a attendu la mi-janvier. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, doit démissionner. Alerte info, un troisième bébé est décédé hier à cause des laits infantiles contaminés. Mais pourquoi ce peu d'empressement des autorités françaises ? Une réponse, Nestlé. Nestlé, ce sont les copains de Manu. Vous vous rappelez, son grand deal. C'était avec le groupe Nestlé. Nestlé fait partie des industriels visés par cette plainte commune de 24 familles après le scandale des laits contaminés à la toxine céruolide. On se rappelle également, affaire des eaux minérales, l'Élysée savait que Nestlé trichait. Autrement dit, eau minérale contaminée, lait contaminé, alerte ignorée. Le pouvoir a tout fait pour couvrir ces énormes scandales et protéger leurs amis milliardaires au prix de la santé des citoyens. Le résumé d'un des plus gros scandales alimentaires jamais arrivés sur le sol français. Bon, imaginez qu'on nomme un enquêteur spécial sur le scandale Geffray et que celui-ci se nomme Jack Lang. Vous me direz là, non, c'est du Gorafi, c'est trop. Vous auriez raison sur le cas Geffray. Mais pour l'affaire Nestlé, lait infantile contaminé, quand l'État délègue l'enquête sanitaire à Nestlé. Je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est un détournement, c'est un fake. Non, non, c'est la vérité, Nestlé enquête bien sur ces laits contaminés. Remarquez que Borello a bien reçu, lui, la Légion d'honneur. Alors tous ceux qui doutent que le poudré ne serait pas intervenu dans l'affaire Geffray, je crois que je ne peux plus rien faire pour vous. Autre élément qui montre que c'est panique à bord dans la Macronie. Les affreux sont de retour, les affreux sont de sortie pour sauver le perturbé Damien. Ruth. Selon Ruth Elkrief, nous sommes désinformés par des complotistes liés à la France insoumise qui veulent nous faire croire qu'Epstein est lié à un service secret étranger, alors que la spécialiste Marie Gégaud, j'en ai parlé la dernière fois, nous a pourtant dit la vérité vraie, c'est les Russes. Et même son de cloche fêlée chez Sophie Aram, qui nous explique que c'est devenu le cocktail préféré des complotistes. Ben non, en fait, ce scandale est juste une réalité, celle du comportement d'une partie de nos élites mondialisées, les atlantistes. Où est le complot? Où sont les complotistes quand la vérité s'étale à la vue de tous au travers de 3 millions de documents? Sophie Aram, manifestement, n'en a rien à faire des victimes. Et signe des temps, les journalistes regrettent certains de leurs papiers. En 2021, dans l'Aberration, la folle théorie d'un complot criminel des élites fait un carton en France. L'Aberration, c'était pas possédé par les Rothschild. 2026, affaire Epstein. Jean-Noël Barrot, effaré par les révélations d'une très grande gravité sur un diplomate français. Autre technique de diversion, sortir un scandale similaire XXL. France, Maroc, Algérie, Niger, Philippines, Inde. Sur plusieurs décennies, Jacques l'aveugle, 79 ans, véritable routard de l'abus sexuel, aurait commis au moins 89 agressions dans 8 pays différents. Un septuagénaire soupçonné d'agression sur au moins 89 mineurs. Pour faire autant d'horreurs sur une si longue période, quels sont ces réseaux de complicité? Parce qu'enfin, ils ont gardé cette affaire pendant 10 ans pour faire de l'ombre à Geffray. Béatrice Rosen, une boulangerie, un journaliste et une ancienne Miss France. Ces noms cités dans les dossiers qui n'ont rien à voir avec Geffray. Bon les gars, comment on peut brouiller les pistes aujourd'hui? Il commence à y avoir une pression populaire pour ouvrir une enquête. Faut faire diversion, vite là.
Ah, je sais pas, ils n'ont pas acheté l'histoire de l'espion russe et le contre-feu sur les ingérences, ça a duré 2 jours, même en mettant le paquet max. Et si on faisait un article sur des trucs à rien à voir, comme une boulangerie et tous les spams dans les mails d'Epstein? Oui, bonne idée, on pourra faire traîner la prise de conscience encore 24 heures. Allez, go! Et surtout, parle pas de l'enquête classée, sans suite. Après Macron, il ne reste plus grand-chose de l'intégrité journalistique. Un véritable champ de ruines. Hervé Guénaud. Son problème, c'est qu'il veut laisser un champ de ruines. Vous pensez qu'il veut laisser un champ de il veut ruines? laisser un champ de ruines. C'est-à-dire que vous pensez qu'il est attiré par... Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il corps veut... diplomatique? Pourquoi il a supprimé le corps préfectoral? Pourquoi il nomme des gens dans l'air du temps à la tête du Conseil d'État et ça ne va pas s'arranger dans la... Pourquoi il nomme... Parce qu'il a au fond la volonté, peut-être inconsciente, moi elle me saute aux yeux, de laisser un champ de ruines. Il détruit toutes les institutions. Il détruit tout ce qu'il touche. Ce n'est pas le rôle d'un chef de l'État. Il y a une espèce de trahison de la fonction. Et il ne faudrait pas oublier nos finances. Macron a ruiné les finances publiques françaises. Il veut faire la même chose aujourd'hui en Europe. François Langlais revient sur la consternante interview de Macron à la presse européenne et son projet dément d'endetter l'Union européenne à hauteur de 1200 milliards par an. Dément, c'est le mot juste. International avec Florian Philippot. Énorme coup de chaud pour Zelensky. Cela vient de tomber. Le Financial Times révèle que l'administration Trump oblige Zelensky à organiser une élection présidentielle en Ukraine avant le 15 mai prochain. Sinon, plus aucune garantie de sécurité pour le pays. Une catastrophe pour celui qui se maintient au pouvoir sans élection depuis 2 ans. Mars 2024. Trump veut-il se débarrasser de Zelensky, obstacle à la paix? Cela y ressemble. C'est aussi une cata pour Macron et les eurofaucons. Tant mieux. Ukraine toujours. Le Parlement européen vient de voter un nouveau prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Alors que la France s'effondre et que l'Europe s'enlise, l'Union européenne préfère soutenir une guerre tragique. Ce nouveau prêt, que l'Ukraine ne remboursera jamais, laisse sur les bras des Français 17 milliards d'euros de dettes supplémentaires à rembourser. Mais attention, énorme paradoxe, ces 90 milliards sont très insuffisants pour financer l'effort de guerre. C'est juste pour empêcher que l'État ukrainien s'effondre. Il aurait fallu ces 1200 milliards que plus personne ne veut payer. Voilà, ces 80 milliards signent la fin, paradoxe donc, de l'Ukraine. Allez, c'est l'heure de la page fantaisie. La République des copains s'offre des trophées et cérémonies pompeuses à nos frais pendant que notre pays coule. C'était hier soir. Petit rappel, nous dit Jonathan, 78% des Français n'ont plus confiance dans la politique. Voyons les prix. Le prix du député de l'année est remis à Olivier Faure. Il était en concurrence avec Wauquiez. Voy a la playa, había subido la marea. La ministre de l'année, Amélie de Montmachin, pour son budget catastrophique. Prix du censeur de l'année, Thierry Breton. C'est orwellien. Tous les mauvais sont récompensés. Ces macronistes quand même vivent dans un univers parallèle. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.